Hi guys, thank you for being here. I go by DK, which stands for Diamond Cat. I'd like to start off by thanking you for your interest in my activities. The goal here is to keep you informed, particularly with topics that matter most to you. Of course, this means if you are going to need me to look into something specific, please be sure to contact me via my Facebook page, DK Diamond Cat. St. Martin, just like every other nation on this planet, has been shaken by the reality of COVID-19 on its shores. Effects that St. Martin had never imagined possible is now into question, such as the border or the economic interdependence. But now, it's time to talk about compulsory education afforded to the inhabitants of this island. On the one hand, French St. Martin nationals and residents, as well as immigrants, casually choose to send their children to school on the southern side. And on the other hand, the Dutch St. Martin nationals, residents, and immigrants do the same by sending their children to school on the French side. With a closed border and national decisions impacting our livelihood, we need to have the uncomfortable conversation. Joining me today is Union Rep Jérémy Huot from UNISA des Îles du Nord, a position he has been filling for the past 3 years. The dominant language in this interview is French. However, English is also spoken. Let's get into it. Ah, pas mal. Ouais, t'es doué, hein. Ouais, ça c'était la nouvelle de ce matin ou de hier soir, je sais plus. C'était ce matin. Voilà, parce qu'il y a une nouvelle par jour, donc il faut suivre. C'est vrai que c'est, mais bon, vu que c'est, a lot of them have said that there is no blueprint. Donc, bon, enfin, anyway, let me at least introduce you. Good day. Hi, Jérémy Huot. How are you? Représentant de l'UNISA des Îles du Nord. I'm happy to have you with me today. Ce qui est bien avec toi, c'est qu'on peut interchangeably go to français and come back to anglais. You can switch in the same sentence. Can you see how lucky you are? I'm telling you, I visit the two countries, and that's cool. That's cool. I'm not gonna lie, but you're a friend of our show, and I'm very happy that we can get some highlights with regards to school, no school. You're a teacher, and you're also a union rep from the UNSA Union in St. Martin, which is a St. Martin branch, a branch from Guadeloupe. So you are attached to the Guadeloupe branch and you represent the St. Martin Union and its various members. We can say it is piloté by Guadeloupe, but it's a branch by the national UNSA because the UNSA has branches everywhere. Exactly. So Guadeloupe is a branch and we are a branch here. Yeah. And so, of course, I'm not going to get into the fact that you're a sweet zouk artist as well, especially with the beautiful opera song you just sang for me, my exclusive ears. Oh, yeah. Ce qui est bien. The AKM Zouk. Mais le pire, c'est que ce qui est bien, c'est que it's not like it cannot be played. Enfin, on est là pour parler. On va parler peu et parler bien. Jérémy, okay. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous faire rapidement un état des lieux ou poser le contexte de l'arrivée du confinement à Saint-Martin en matière d'accueil scolaire, tout simplement? Attends, tu parles de avant les vacances de Pâques ou du déconfinement? Je n'ai pas compris. Alors, je disais, est-ce que on pourrait commencer par poser le contexte de du passage en confinement à Saint-Martin? C'est-à-dire qu'avant d'être confiné, l'UNSA, vous étiez déjà en train de tirer la sonnette d'alerte sur un certain nombre de choses. Il y avait pas mal de problèmes d'hygiène. J'ai l'impression d'être la seule à m'en rappeler parce que quand on regarde un petit peu ce qui se dit et les différentes prises de parole de nos élus, on n'entend pas spécial. On a l'impression que le confinement, c'est nouveau, que tout est... voilà, que ça nous est arrivé, que c'est tombé comme un cheveu sur la soupe et qu'il n'y avait pas déjà un contexte bien déterminé. Si tu peux nous remettre dans le contexte. T'inquiète pas, on en a parlé à la réunion de lundi, mais sur certains points, on a l'impression de parler à des murs. Donc oui, je reprends un petit peu l'historique.
Nous avons eu effectivement, enfin, ça vient de moi d'ailleurs, j'avais lancé un communiqué suisse à une petite enquête auprès des collègues directeurs d'école, essentiellement premier degré, hein. On parle du premier degré, pas du second degré. Donc, j'avais fait comme un petit sondage, enquête en appelant et également en faisant des visites, hein, parce que contrairement à certains qui ont l'impression de rester dans leur bureau, je fais le tour des établissements. Donc, je connais mon sujet. Et j'ai pas de quartier que je vais oublier particulièrement, tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc j'aime bien me balader un petit peu partout, c'est-à-dire deux quartiers justement d'Orléans jusqu'à, tu vois. Il n'y a pas de zone ignorée. Donc cet état des lieux, bah, c'est le même, c'est que en fait, et qu'on me dise pas c'est post-Irma surtout, hein, parce que certains travaux remontent à avant. De fait, les travaux de plomberie hein, dans les écoles de Saint-Martin du premier degré restent à réaliser dans de nombreuses écoles. Voilà, c'est-à-dire que de nombreuses écoles ont des sanitaires dans des états pitoyables, d'accord. Et encore une fois, ce n'est pas le contexte post-Irma. Certains travaux, contrairement à ce que j'ai pu entendre, notamment une interview du président Gibbs dans les studios de la Voix FM, je crois, parlait de retard dans les travaux, mais en fait, ces travaux étaient réalisés depuis 2016, par exemple, à Omer Arondel. Ouais. Ça remonte, tu vois. Il y a des travaux qui sont vraiment vieux, quoi. On savait déjà que ça allait péter un peu partout. Là, l'état des lieux, donc avant les vacances, c'était la goutte d'eau suite au goutte d'eau, sans jeu de mots, suite au problème à Hervé Williams. Suite aux inondations à Hervé Williams, j'avais décidé justement de pousser un petit peu plus loin l'enquête et on s'est rendu compte qu'il y avait plein encore d'écoles avec des gros problèmes sanitaires. Alors, quand tu dis plein, excuse-moi, Jérémy, quand tu dis plein, ça veut dire quoi? Ça veut dire 10%, ça veut dire 60% des établissements? On parle de combien là? Enfin, donne-nous un chiffre si tu peux. On parle de 6 à 8 écoles qui avaient des problèmes récurrents. Ok. Voilà. Donc, ça fait quand même beaucoup d'écoles primaires, non? Et la taille du territoire. Et encore, certaines écoles, je n'ai pas pu avoir les réponses. Donc, ça se trouve, c'est plus. Moi, je te parle de celles dont j'ai eu les réponses. D'accord. Voilà. Donc, on part d'un contexte assez compliqué. On avait les travaux à faire qui ont tardé. Finalement, Irma est arrivé, ça a empiré les choses. En fin de compte, des chantiers ont été lancés, mais ça n'a pas plus pris ou peut-être qu'il y a eu un certain nombre de retards par rapport à toutes sortes de difficultés. Et dans ce contexte-là, arrive le confinement. Voilà. Alors, certains travaux ont été lancés en urgence, hein, notamment Hervé Williams suite à la pression des parents. Je sais qu'à Grand Case, la pression des parents aussi avait eu quelques résultats. En gros, partout ça bloquait, il y avait des résultats. Mais là où ça bloquait pas, je crois de mémoire qu'il n'y a pas eu grand-chose. Parce que par exemple, à Émile Choisy, c'est le même état des lieux. Hein. Alors, une école qui avait été choisie pour accueillir les enfants des personnels soignants. Et ils ont dû changer d'école justement à cause des sanitaires. Et ça, c'était Émile Choisy? Oui, dans cet exemple-là. Ouais. C'est qu'à Jérôme Beaupère, par exemple, rien n'a été fait. Et à Omer Arondel, à Cartier, rien n'a été fait. Donc, ça, c'est pour celle que je connais moi personnellement. Après, il y en a d'autres. Hein. Et donc, voilà. Explique-nous un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui, les enseignants, ils sont enthousiastes ou pas à reprendre le 11? Est-ce que le problème, c'est la date? Ou est-ce que le problème, c'est vraiment les conditions? Aujourd'hui, quel est le ressenti des enseignants, toi qui suis un petit peu tout le monde et les dossiers? Alors, les enseignants, je ne pourrais pas m'exprimer au nom de tous les enseignants vu qu'on est confinés et que je suis donc en contact avec mes adhérents, principalement mes adhérents UNSA et quelques collègues de travail. Donc, je ne peux pas parler au nom des enseignants. Par contre, ce que tu as dit, c'est très intéressant parce que tu rejoins exactement la ligne de l'UNSA sur ce problème. C'est-à-dire que nous, c'est pas une question de date, comme tu viens de le dire, mais c'est exactement ça, c'est une question de conditions. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrêté sur mai, juin, juillet, septembre, octobre ou décembre. C'est pas notre problème. Le problème, c'est que les conditions sanitaires soient réunies. Tu vois? Que répond la collectivité? Parce qu'en fait, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que quand on regarde les présentations de part et d'autre, j'ai l'impression que limite, on est en train de nous dire de patienter pour voir ce que va mettre en place l'État
pour pouvoir assurer l'accueil scolaire. Et le truc, c'est que je ne sais pas si j'ai tort parce que je suis pas enseignante, je travaille pas pour la collectivité et tout ça. Donc, je ne sais pas si j'ai tort de regarder ça comme ça, mais je me dis, est-ce qu'une rentrée ou l'accueil scolaire, ce n'est pas un travail de binôme? Si tel est le cas, je dois bien comprendre qui fait quoi et comment ils vont s'y prendre. Donc, bien que le ministère, le Premier ministre et le président de la République d'ailleurs, ils ont donné une date pour dire voilà, le 11 mai, on va reprendre l'école, ça sera progressif. D'ailleurs, aujourd'hui, on nous a un peu plus précisé les choses, on nous parle plus que ça sera sur une base de volontariat des parents, mais ça n'empêche pas le problème, ça n'empêche pas qu'on a un accueil à organiser, et c'est là où moi j'ai un petit souci, c'est que j'ai pas l'impression qu'on est dans l'organisation de l'accueil. C'est très intéressant tout ce que tu viens de dire, et d'ailleurs moi j'avais fait un mot valise à ce propos parce que j'entendais les deux mots clés de hier, c'était progressif et facultatif pour résumer tout ça. Donc moi j'ai dit c'est donc un retour progrultatif. C'est progressif et facultatif. C'est progrultatif, c'est pour te donner une idée du bricolage. Et on vient d'apprendre d'ailleurs, c'est pour aller plus loin même que ce que tu dis, par le journal Le Monde, que en fait le ministre de l'Éducation a fait des annonces sans même avoir l'aval du Premier ministre. Et que donc après il repasse derrière tout le temps, chacun repasse derrière l'autre pour corriger, amender, etc. Et le problème, tu sais, c'est que quand la tête est malade, le reste du corps, en général, suit, tu vois, et n'est pas mieux. Donc, si on n'a pas une tête en bon état de pensée, ça devient le bordel en bas de l'échelle, effectivement. Donc là, au moment où je te parle, on va dire en un seul mot, c'est le bordel. Oui, mais pour faire simple. Oui, non, mais c'est-à-dire que tout le monde va se renvoyer la balle sans savoir qui doit faire quoi, pour la simple raison que pour l'instant, on n'a pas de protocole pour l'instant. Mais Jérémy, à la base, si on prend notre territoire, à la base, on est bien d'accord que l'école, la partie accès à l'éducation, c'est une affaire d'État. D'accord? Mais pour que ça soit fait, le territoire doit, lui, mettre en place l'infrastructure, c'est-à-dire l'immeuble, les sanitaires, les locaux, la cantine et tout ça. Je veux dire que c'est un travail, on ne peut plus de binôme. Donc aujourd'hui, même si l'État a sorti ses annonces en disant, voilà, ben nous, l'objectif, c'est le 11 mai. D'accord, oublions le 11 mai. Prenons le 4 septembre, le 10 septembre, ce que vous voulez comme date. Peu importe la date. On fait quoi à cette date-là et on le fait comment? Alors moi, la toute première fois, avant qu'on ne parle de volontariat, avant qu'on ne parle de progressif, etc., moi, je m'étais dit, de toute façon, c'est notre rôle si on va dans le sens d'une ouverture, peu importe la date, il faudra, puisqu'il y a maintenant un déconfinement qu'il faut penser à être efficace, il faudra déconfiner, mais efficacement. Et en même temps, on doit tout mettre en place pour éviter qu'il y ait une autre vague de contamination, de propagation, que le virus soit encore parmi nous. OK, très bien. Donc, puisqu'il y a toutes ces choses à prendre en compte, qu'allons-nous faire ou mettre en place avec les moyens que nous avons et surtout avec les obligations qui sont les nôtres afin d'assurer cet accueil? Et du coup, je ne sais pas, et j'ai l'impression honnêtement, je ne sais pas, est-ce que je pose des mauvaises questions? Je me dis, peut-être que c'est moi qui ai mal compris. C'est-à-dire que le concierge, les gens qui doivent nettoyer, etc., l'État, le 11 ou le 5 septembre, c'est pareil, c'est toujours à nous de définir, est-ce qu'on va avoir est-ce qu'on va augmenter le nombre de nettoyages et comment? Est-ce qu'on va changer les produits et comment? Est-ce qu'on va procéder à des désinfections? Comment et quand? Enfin, quelle périodicité? Enfin, et c'est là où j'ai du mal. Alors, est-ce que la vraie question pour les territoires comme les nôtres, ce n'est pas, certes, il faudra faire toutes ces choses-là, ça nous demande un peu plus de dépenses et nous, il faut qu'on nous explique où trouver cet argent. Peut-être que c'est là le nerf de la guerre. Pas que. Tu poses toutes les questions essentielles, en fait, pour lesquelles d'ailleurs on a été réunis lundi 21, le matin,
c'était justement pour répondre à une bonne partie des questions que tu viens de poser. Parce que là, tu poses les questions essentielles. Donc, tu as vu juste. Mon analyse est fine et précise. Il n'y a rien à ajouter là-dessus. Par contre, j'ai des éléments de réponse pour toi. Alors, c'est bon? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Vas-y. Ouais. Alors, tu parlais de travail en binôme. C'est exactement ça. Mais le problème, c'est le partage des responsabilités, effectivement, et qui fait quoi. Et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Parce que pour l'accueil des élèves, comme tu as dit, nous attendons qu'un protocole soit acté. C'est un protocole, donc en gros, qu'est-ce qui est facultatif, justement, et qu'est-ce qui est obligatoire. Pour faire simple, est-ce que, par exemple, le port du masque serait obligatoire? Si oui, pour qui? Pour les professeurs ou pour les élèves, pour les agents ou pour tout le monde? À ces questions-là, nous n'avons pas les réponses. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas les réponses, par exemple, qui seront posées par ce protocole, il y a déjà des choses que la collectivité ne sait pas si elle doit les faire ou pas. Tu vois? Mais pourquoi on se pose la question du est-ce que c'est à nous de le faire ou pas? Parce que pour l'instant, je te dis par exemple, rien qu'une question simple comme le port du masque n'a toujours pas été élucidée. Parce que quand le président a dit que le port du masque sera obligatoire, dans ma tête, peu importe là où tu iras… Il a jamais dit ça pour la reprise des écoles, et on a encore eu des documents là récents qui disent qu'ils en sont encore à discuter. C'est-à-dire que, et moi, on a eu par exemple des emails de de nos principaux, etc., qui ne savent pas si le port du masque est obligatoire. On en est encore à ce stade du flou, tu vois. Donc, il y a une chose à laquelle je peux te répondre, c'est pour effectivement la désinfection. La désinfection des écoles après une pandémie, c'est pour pareil, on attend un document officiel disant que c'est obligatoire de procéder à la désinfection. C'est-à-dire que pour l'instant, aucun protocole sanitaire. Tu vois? Est-ce que tu es en train de me dire que de nous-mêmes, on n'aurait pas pu, puisque c'est une des choses logiques quand même à mettre en place, est-ce que de nous-mêmes, puisqu'on a un personnel déjà prêt, on a… voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas pu déjà nous-mêmes pour faire preuve d'initiative? Je ne sais pas. Si, et là, on doit le mettre au crédit du président Gibbs, c'est qu'effectivement, il avait déjà pensé à toutes ces questions et il essaye déjà de faire le point sur ses ressources humaines. Et bon, on connaît les difficultés. Je vais pas rentrer dans les détails ni me porter l'avocat de un tel ou un tel, mais il y a en ce moment souvent des gros litiges entre les élus de la collectivité ou leurs services et les agents, vu qu'on a un certain nombre d'agents qui étaient en droit de retrait. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent mal. La faute de qui, c'est pas notre souci, mais c'est un fait. Donc, il y a des dysfonctionnements à régler. Et encore une fois, je vais pas dire c'est la faute de un tel ou un tel. Mais le fait est que nous avons des agents en droit de retrait. C'est également pour ça aussi, tu te rappelles qu'il y avait eu des sociétés de nettoyage qui ont été mandatées et que si ces sociétés de nettoyage ne sont pas payées, elles font pas le travail. Ouais. Donc, ce qui est un peu normal. Qui est un peu tout à fait normal. Donc, pour rebondir sur ce que tu as dit, même si le président a, comme tu dis, anticipé ces questions-là, il fait le point sur ses ressources humaines et sur qui peut faire quoi, parce qu'à l'instant, on en est encore au niveau de qui peut faire quoi et qui n'ont pas qui doit. On ne sait pas encore si toutes les écoles seront en mesure d'être désinfectées. Je peux pas te le dire. Je sais même pas si quelqu'un a la réponse. Donc, aujourd'hui, les parents qui nous écoutent, les parents qui se posent des questions, parce qu'il y a aussi, alors, entre retour à l'école le 11 mai et attendre septembre, pour avoir les mêmes questions qui se posent, mais il y a aussi la crainte d'une propagation. Alors après, nous, on n'est pas scientifique, mais on a compris que chez les enfants, c'est pas exactement pareil, bien qu'il y ait des cas bien isolés, voilà, bien qu'il y ait des cas bien isolés, etc. Mais pour autant, le parent, il est juste parent. En rôle protecteur, lui, son travail, c'est de dire est-ce que je mets mon enfant en danger ou pas. Et donc, il se dit, je ne le mets pas. D'autres qui disent, je prends le risque. Comment ça va se dessiner tout ça, in fine? J'ai été un petit peu perplexe à ce niveau-là sur, effectivement, quand j'ai entendu Madame Petrus s'exprimer, qui a un petit peu botté en touche en disant qu'en gros, elle renvoyait les parents à leurs responsabilités. C'est vrai que c'est assez malin et assez futé, et j'avoue que je suis pas contre ce qu'elle a dit, parce que après, au bout d'un moment, c'est vrai que chacun doit prendre ses responsabilités en son âme et conscience. Et c'est d'ailleurs une porte ouverte par le gouvernement en disant que l'accueil est facultatif. Mais bon,
ça, on va dire que c'est une façon d'éviter les problèmes, mais moi, c'est pas ça qui nous intéresse parce que les enseignants et les agents seront en poste de travail à cette date, qui est élève ou pas. Donc, quoi qu'il arrive, pour les élèves qui sont là, on doit poser les questions du protocole. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui est obligatoire ou pas et dans quelles conditions ces élèves seront accueillis. Progressivité, concertation et adaptation aux réalités locales. Ça veut dire quoi finalement? Ce serait quoi, par exemple, nos réalités locales? Le fait qu'on ait pas assez de ressources? Je vais te le résumer en très peu de mots, vu que ça concerne aussi beaucoup de points. C'est quand l'État n'est pas capable de tout organiser lui-même, il se décharge sur les maires, les présidents de collectivités et les préfets en leur disant « Débrouillez-vous, faites-moi un retour et on dira oui ou non selon les cas. » Voilà ce que ça veut dire. C'est d'ailleurs ce qu'a compris le président de la collectivité de Martinique qui vient de dire que de toute façon, ce n'était pas envisageable d'ouvrir le 11. Oui, mais moi, mon souci, c'est que le problème, il ne va pas s'effacer le 11 non plus. Exactement. Et c'est là que je te rejoins. C'est pas de repousser le problème. Il faut prendre le problème à bras le corps. Ouais. Et là, je te rejoins à 100%. C'est la ligne de l'UNSA. Parce qu'on voit la FSU qui demande la rentrée en septembre, la rentrée en septembre. Oui, d'accord, mais si rien n'a bougé en septembre, on fait quoi? Ça sera encore des grèves, hein, et puis là, ça sera encore plus catastrophique. Non, nous, c'est pas notre ligne de conduite. À l'UNSA, on veut, c'est pas compliqué, on veut le respect du travail de tout le monde dans la communauté éducative, d'accord? Travailler avec dans le respect, respect des normes sanitaires, respect du travail, respect pédagogique, respect des élèves. Et c'est pas juste repousser le bébé à la rentrée qui va faire que le bébé se portera mieux. Hein. Donc, pour nous, il est urgent de prendre les choses à bras le corps, que aussi bien la collectivité que les services de l'État s'activent un peu plus. Parce que là, on sent qu'il y a une espèce que tout le monde est pris, on va dire, pris au dépourvu par on va dire, appelons un chat, hein, le bordel des annonces ministérielles. Parce que comment peuvent-ils travailler sereinement si toutes les données changent de jour en jour? C'est pas possible. Et en bas de l'échelle de décision, on a les principaux et les directeurs d'école. Et franchement, j'aimerais pas être à leur place. Alors, je pense aussi qu'il faudra rappeler certaines notions. Je pense que la plupart du temps, pourquoi les parents sont un petit peu dans la panique en matière d'accueil scolaire notamment, c'est le côté obligatoire de l'école, c'est-à-dire que, enfin, de l'école, de l'instruction qui est souvent mélangée. Voilà. C'est pas obligatoire, comme ça, voilà. C'est réglé. Voilà, donc, et je pense que c'est ce qui, au départ, frustre les parents, c'est que, on sait que, quand on dit l'école a repris, ça veut dire qu'on est tous tenus à cette obligation d'instruction. Et cette instruction, si on avait choisi la voie de l'école pour pouvoir la donner à nos enfants, ça voudrait dire qu'on est un petit peu tenu de les y amener. Là, le gouvernement a été clair, c'est le volontariat qui primera et que chacun prendra ses responsabilités pour envoyer. Mais quand même, on est sur un territoire où, alors attention, on n'avait déjà pas classe parce que il y avait, comme on avait terminé l'année 2019, on est arrivé en janvier, on a eu un petit break et tout de suite, voilà, on est rentré dans nos histoires de PPRN ça a duré un petit temps. Après, il y a eu les problèmes d'inondation. Voilà, et c'est-à-dire qu'on est un territoire qui n'a aucun break. Depuis un moment, l'autre jour, je l'avais dit, mais moi, tout ce que je veux, c'est un petit temps, juste, mais normalité. Voilà, de normalité, de normalité voilà, sociale. pas de scandale, voilà, pas de scandale, pas de temps mort, non, je veux juste un petit break. Et c'est pas spécialement ce qu'on a eu. C'est un territoire où, ce qu'on appelle la carence éducative est bien présente. Donc, qu'est-ce qu'on dit à ces parents qui, en plus… Mais là, c'est pas la carence éducative. Là, c'est pas la carence éducative en l'occurrence, parce que au niveau des moyens humains et des lieux, on est quand même relativement, je vais pas dire bien doté, mais bon, ça va quoi. Par rapport à la moyenne, c'est pas non plus, voilà, on va pas pleurer, tu vois. Il restera toujours des absences, hein, mais on a quand même pas mal de contractuels pour combler. Il y a la majorité des postes étaient pourvus et la majorité des classes étaient en mesure d'accueillir les élèves. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des carences éducatives, tu vois. Mais le problème, ouais, vas-y. Le problème, c'est que ce sont des décisions souvent qui viennent du national et qui nous, en parlant crûment, nous foutent le bordel au niveau local. Ouais. Après, comme tu le sais très bien, s'il n'y a pas une concertation et vraiment un travail en binôme entre les élus locaux et les représentants de la République,
ce qui est déjà une situation, on va dire, chaotique, devient carrément ingérable. Est-ce que vous, l'UNSA, vous avez fait des propositions? Il faudrait vraiment qu'un jour, et très très rapidement, les deux parties se mettent d'accord sur tout pour qu'on n'ait plus ensuite à en plus rajouter les parties de ping-pong fatigantes sur des problèmes récurrents. Est-ce que vous avez été force de proposition depuis les annonces? Mais nous, déjà, au niveau de l'UNSA, c'est pas compliqué. On propose, c'est le bon sens, le bon sens de père de famille. On veut que tout le monde soit protégé, tout simplement. Donc, on insiste pour avoir un protocole. Un protocole de rentrée, quelle que soit la date. Parce que nous, on donne pas de date, on veut un protocole. C'est aussi simple que ça. Parmi nos revendications, il y en a aussi une très claire. On veut que le Covid-19 soit reconnu comme maladie professionnelle. Ah oui, ça, il faut qu'on en parle. Explique-nous un petit peu ce que ça implique d'être reconnu maladie professionnelle. Eh bien, en fait, après, si par exemple, je te donne un exemple très simple, tu te mets en arrêt maladie, tu as 90 jours autorisés d'arrêt maladie sur une année, et au bout de ce quota de 90 jours, tu passes à 50% de ta paye. Tu vois? Si tu peux le passer en maladie professionnelle, c'est moins imputé. Donc, tu perds moins, évidemment, de sous sur ton salaire si tu déclares ta maladie. Ouais. D'accord. Donc, conclusion de l'histoire. Bon, pour l'instant, on a vu qu'ils n'étaient pas très d'accord pour ça. Ils ne sont pas d'accord parce que sinon, ils devraient mettre tous les agents, effectivement. Mais après, c'est leur responsabilité. Hein. Ouais. Je sais qu'ils sont déjà en train de s'organiser pour mettre des pare-feux parce que il y aura aussi le problème des directeurs et des chefs d'établissement et même du président de la collectivité, parce qu'effectivement, si ensuite on apprend que, et encore faut-il le prouver, que des gens ou des élèves ou des enseignants sont tombés malades par rapport à leur situation d'élèves ou d'enseignants, sur qui ça va retomber, tu vois? On connaît tous ces jurisprudences parce qu'il y aura de toute façon procès. Est-ce que aujourd'hui on a un petit peu plus d'informations concernant les différents examens? Alors on sait que c'est du contrôle continu. Ce sera tout au contrôle continu pour le bac et le brevet. Et puis on sait qu'il n'y aura pas de notes pour les autres élèves pour le 3e trimestre. Et puis voilà. Donc ça c'est clair. Et donc comme il n'y aura pas. Mais par exemple, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi les examens du lycée. Les orientations remontent avant le 1er mai, donc ça sera anticipé. Et pour Parcoursup, c'est fait par les profs principaux. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, par rapport aux filières professionnelles du lycée, par exemple, ça se passera comment? Oui, de toute façon, ça sera fait parce qu'on constituera les dossiers des élèves et ça suivra son cours de façon normale. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. D'accord. Donc, pas de panique, chers parents qui nous écoutez, ma foi, vous avez… Non, tout ce qui est orientation, examen, etc., on va dire que ça a été la première chose qui a été prise en compte, vu que justement ça, on peut le faire, quelle que soit la situation sanitaire. D'accord. Ça a été anticipé depuis avant les vacances de Pâques. Ok. Donc, maintenant, c'est donc au bon vouloir des parents d'être volontaires pour envoyer leurs enfants ou non. Alors, la question qui se posera, c'est que si leur enfant tombe malade et qu'ils veulent porter plainte contre l'administration, bonne chance. Voilà. Mais c'est pas… Alors, moi, mon truc, c'est qu'au départ, puisque les enfants ils disaient qu'ils étaient des porteurs sains, je me disais… C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller voir leurs grands-parents. Voilà. Je me disais, mais à un moment donné, les parents sont partis travailler, certes. L'enfant est rentré à la maison. L'enfant contamine le parent qui, lui, a été travailler, je sais pas moi, chez le boulanger. Je dis n'importe quoi. D'où le fameux débat sur l'immunité collective. Quel est le but derrière tout ça? Voilà, tout simplement. En tout cas, Jérémy, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes petites questions d'aujourd'hui. Je suis contente de voir que je n'étais pas si folle que ça à me dire, non, mais vous êtes bien gentil à me parler du 11 mai, mais que ce soit le 11 mai, le 11 septembre, le 10 décembre, il faudra bien me proposer, me faire un plan une feuille de route en m'expliquant précisément. Ouais. Et moi, avant même que le gouvernement n'ait proposé ces histoires de 15 par classe et tout, je me rappelle, j'avais fait un live où je disais, ma foi, n'est-ce pas à nous d'aller décider comment on organise notre rentrée ou notre accueil? Si tel est le cas, ça veut donc dire qu'on doit se dire, voilà, telle classe, ils sont 30, on va définir, puisqu'il faut une certaine distance pour pouvoir respecter la distance sociale,
Ouais. Ça voudrait donc dire qu'il faudrait réduire la classe de 15. Donc, comment on fait avec les 15 autres, etc. Est-ce qu'on va à ce moment-là équiper… Attends. Ce sont des points qui sont ce sont des points, si tu veux, qui sont possibles parce qu'ils sont déjà, ils ont déjà été pensés par énormément de personnes. Donc ça, pour ça, il y a des solutions. Mais moi, ce que je voulais surtout, c'était mettre un système de live de la classe, par exemple, pour les parents qui font le choix de ne pas envoyer leurs enfants, de faire en simultané au lieu d'attendre. Sauf que, évidemment, on a encore ces problèmes d'Internet. Et si on n'a pas des problèmes d'Internet, on a des problèmes d'outils ou de matériel informatique. On n'a pas fini. D'ailleurs, on n'a pas parlé de tout. Il y a d'autres points justement que je voulais soulever avec toi. C'est cette fameuse fracture numérique et sociale. Donc, effectivement, de toute façon, tu as inégalité devant l'accès aux connaissances. Bon, bah, ça, on va pas refaire la fibre et l'accès à Internet pour tout le monde. On n'a pas le temps. Il y a évidemment le problème des transporteurs. Et là, tu vois, tu parlais d'anticiper, de savoir qui fait quoi. Bah là, par exemple, le président Gibbs est bien embêté parce que il demande aux transporteurs de respecter les gestes barrières. Et donc, ça voudrait dire qu'il faudrait 2 fois moins d'élèves par transport, par rotation. Ouais. Donc, ça voudrait dire que le transporteur doit effectuer 2 fois plus de rotation. Qui paye la seconde rotation? L'État ou la collectivité? Oui, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. C'est une question de moyens, finalement. Oui, non, mais c'est pas une question de moyens, c'est surtout une question de répartition parce qu'on a un vide juridique là-dessus. On ne sait pas qui doit payer dans ces cas-là. Deuxième exemple, toujours sur les transports. Normalement, en cas d'épidémie ou comme ça, problème sanitaire, ils doivent désinfecter après chaque rotation. Ça voudrait dire qu'ils désinfectent 2 fois plus par jour qu'ils payent. Et dernier problème, ce sont tous les élèves qui habitent côté hollandais. Tu vois? Donc, il y a encore d'autres problèmes soulevés. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants qui… Justement, j'ai pas compris le problème de ceux qui habitent côté hollandais. Explique-nous ça. Là, pour l'instant, ils viennent pas, c'est pas compliqué. Non, mais personne n'y va. Mais donc, imagine, si l'école était ouverte, tu ne penses pas que la préfecture aurait autorisé une dérogation de déplacement, une attestation de déplacement pour un enfant il va chercher son instruction, on est bien d'accord? Oui. Donc, je ne comprends même pas pourquoi, en quoi on est dans le flou. En quoi c'est un flou? Je ne comprends pas. Je peux te dire simplement, ce qui nous inquiète, c'est que à la sortie de la réunion du 21, on avait effectivement énormément de questions et malheureusement, je vais te dire quasiment aucune réponse. La seule réponse qu'on peut avoir, c'est effectivement l'organisation scolaire, c'est-à-dire comment on peut dédoubler les classes. C'est-à-dire que la seule chose qu'on sait aujourd'hui, c'est comment constituer les groupes d'élèves. C'est tout. Après, il y a eu des choses insensées qui nous sont parvenues. Je vais te dire que si on parle des choses insensées, c'est quand le discours ministériel était ramener en priorité les décrocheurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas connectés, qui ne se sont pas manifestés pendant les cours à distance, les ramener en priorité. Et après, on te dit l'accueil est facultatif. Est-ce que tu crois franchement que les élèves décrocheurs qui n'ont pas donné signe de vie pendant tout le confinement vont être les premiers à venir la bouche en cœur à l'école? Ouais. Deuxième chose, nous, on s'est tous dit à cette réunion avec le président Gibbs que de toute façon, c'était pas pensable de faire rentrer les grandes sections de maternelle. Parce que comment faire respecter les gestes barrières à des petits de 5 ans? Imagine quand il va voir sa tati, que sa tati lui dit me touche pas. Et là, on apprend par le ministre qu'ils veulent faire rentrer en premier les grandes sections de maternelle. Tu vois tous les non-sens qu'on apprend tous les jours. Bref. J'espère qu'on va s'en sortir et que, ben voilà, ma foi, on n'aura pas le choix. De toute façon, we will have to figure it out. Finalement, on a bien beaucoup parlé en français. I'm going to just close it up in English because we got a lot of info. Yes. We've got so far a lot of information from you. We know that with regards to exams, everything will be smooth. Orientation and exams, no problem. Everything is set. Yeah.
We know that the questions are still pending because of, social distancing, the new way of life, social distancing. It's either we're going to need new buses or more buses. I don't know if we're going to be able to do rotations with the traffic that we normally have. So ça voudrait dire que les enfants, some of them would have to leave at 5:30 instead. You know what I mean? Because we forgot the restaurant. There will be no restaurant. Oui, mais there will be no restaurant, but there will be no noon break. No lunch break. Oh, no lunch break. But so then school would be up until lunch, and then they go home, and that's it. Or after. Right. But, I saw a thing in Taiwan where they had separators on the children's desk, and lunch was taken at your desk, at your table, and not in the canteen or the réfectoire, the cafeteria. But all these questions, these are parents' questions. What I strongly suggest, there is only one union for the parents' representative, which is UPESM. Mm-hmm. I think parents in St. Martin need to be more organized. Mm-hmm. Okay, because despite all the calls by the UPESM to contact them and join them, they are still lacking parents. So we cannot work without the parents' will. So these kind of questions should be debated among the parents. Thank you so much, Jeremy. I am very happy you took the time to chit chat with me. And of course, I know I can always count on you. Huh? Oh, yes. I know that you've been occupying your time, your confinement, with your guitar, with your mini concerts. Yeah, trying to, yes. C'est dommage, because you're not going to be able to perform after the confinement, parce que les restaurants, les bars, tout ça, ça restera fermé pendant un petit temps. So you're not going to work on my new video. Oh, that's so nice. Anyway, I want to thank you for taking the time to answer my questions and, of course, to highlight the various difficulties that we are facing and that the President Gibbs is also facing. Yes. The fact that every time they come out and, this is the state's responsibility and the state's got to tell us and the state's got to this, when we all know that even if the state has to tell you, you still also have to engage and start preparing yourself. You don't. I just found a new metaphor to illustrate this. We could say we are on the same boat. We cannot have two different hulls. That's a good one. That is indeed a good one. But this is the thing. We do have things to do and we have to unfold. And some of it, I'm going to tell you one of my irritations is, for instance, this whole border situation. I was hearing the president's press conference and they were saying that, they said, both him and the vice president, they were like, well, we also informed the préfet of this difficulty because people have been complaining about this. So let me get this. So I was like, let me get this straight. So people have complained about it. They've let it known to the police and the gendarmes and the different, and then we still need so they've collected it, another collection time of the complaint and brought it still back to the préfet. So, en fin de compte, on fait tout ce que faire remonter des informations, des doléances, en fin de compte. Yes. Donc, si on est tous au même niveau, ben, ma foi, Paul de Jardin peut faire la même chose, Jacques Ducoing, voilà. Bon. Anyway, that's it for us for today. C'est fatigant. I do understand those who feel that way. I want to support the collectivité. You know my feeling as a union representative? What is it? I enrolled as a union representative after Irma, okay? And I thought that I would have like 1 or 2 years of battles going. And I feel like it's gonna be the same cycle of battles until I don't know when. Yeah, I understand, but I do want to say that they've worked on other things that were also because they have to tackle all kinds of aspects of this COVID-19 the consequences of COVID-19. So it's on a financial level, it's on a socio-economic level, it's educational, it's also administration because we have to become un petit peu plus, et j'ai envie de dire
de façon accélérée. But at the same time, est-ce que c'est accéléré quand le mandat de la team Gibbs, on est quand même à la 3e année, qu'il nous reste 2 ans? Est-ce que c'est vraiment de l'accélération? Bon, I don't know. Peut-être accéléré dans le sens où Irma est arrivé avec tout retardé, donc accéléré pour maintenant, because also, you know, putting things online, being a little bit more digitally driven and things of the sort, you know, and being able to apply for your license online, being able to submit your taxes online, things that appear so normal and simple that we're still battling with. If there is no battle, you cannot see the strength of a fighter. So it's easy to speak and to talk, but if there is no like nothing to prove how resilient you are and how brave you are, you see. Mm-hmm. So, thank you so much, Jeremy. I am happy you took the time. The next time we talk in music, okay? Yeah. Oh yes. Là, tu vas nous faire a cappella. Oh yes. Thank you so much. All right. Bye bye, Kate. Bye bye, DK.